Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous un grand consommateur de jeux de société en campagne de sociofinancement? Aujourd'hui, je vous présente tous les jeux que j'ai backés en 2022. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler des jeux que j'ai backés en 2022, donc l'année qui vient de se terminer, des jeux qui étaient sur GameFound, des jeux qui étaient sur Kickstarter, alors des jeux en campagne de sociofinancement. Je crois que sur tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a seulement qu'un qui est une exception, en fait. Oui, c'est véritablement un jeu qui était en campagne de sociofinancement en 2022, mais l'exception, c'est que c'est le seul que j'ai reçu à ce jour. Les autres, bien évidemment, je vais les recevoir dans les mois ou peut-être les années à venir. Et avant de vous faire la présentation de ces jeux, de ces titres et de vous expliquer surtout, et c'est le but de la vidéo, surtout la raison ou ce qui m'a intéressé avec ce jeu, ce qui m'a poussé à prendre la décision de le backer. Donc, l'objectif n'est pas de vous faire la présentation du jeu, mais plutôt de vous indiquer, de vous préciser ce qui m'a intéressé avec ce jeu. La petite parenthèse que je veux ouvrir, c'est que je le sais déjà, il y a plusieurs gens qui se disent « Oui, mais toi, JP, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ton portefeuille pour que les jeux pleuvent sur toi. Tu fais juste lever le petit doigt et tous les éditeurs t'envoient leur copie finale de jeux en sociofinancement. Tu croules sous l'argent d'influenceurs. » Bon, alors, on va faire un petit time-out, d'où ma parenthèse. Premièrement, je dois dire que bien avant que l'école du jeu ait l'ampleur qu'elle est aujourd'hui, je n'étais à l'époque déjà pas un grand consommateur de projets en sociofinancement, pas un grand consommateur ni amateur de Kickstarter. À l'époque, GameFound n'existait pas, surtout si je me compare à des géants comme Martin Lafrenière de la zone de jeux de société ou Sylvain qui sont vraiment des plus grands consommateurs que moi en la matière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter les jeux que j'ai volontairement décidé de backer, sachant que je ne suis pas un grand consommateur. En fait, par année, c'est très rare que je vais backer plus de 4 ou 5 projets. En 2022, il y a quand même eu une petite exception, donc un peu plus. Et dans cette vidéo, je vais essayer de faire la distinction entre les jeux que j'ai décidé de pledger, de backer, avec mon argent personnel, sans avoir le moindre lien avec l'éditeur ou quoi que ce soit, donc sans aucun échange de services ou quoi que ce soit, et d'autre part aussi des jeux que j'ai décidé de backer en 2022, mais que l'éditeur m'avait sûrement fourni une copie prototype du jeu pour que j'en fasse la présentation. Et là, c'est le point important de la vidéo. Sachez que je ne back pas tous les jeux que je reçois de la part d'éditeurs sur Kickstarter d'une façon volontaire, mais parfois, le jeu m'étonne tellement ou m'intéresse tellement que je décide volontairement d'ouvrir mon portefeuille et de dire j'en fais l'acquisition parce que je veux vraiment une version finale de ce jeu-là. Alors, pour chacun des jeux ou des projets présentés aujourd'hui, je vais tâcher de vous indiquer si c'est un jeu que j'ai décidé volontairement de payer sans avoir aucune rétribution en échange, ou si il y avait d'abord un échange de services avec l'éditeur, mais que j'ai décidé d'aller de l'avant pour récupérer une copie finale du jeu. On commence dès maintenant, une fois que vous aurez laissé un pouce vers le haut sur cette vidéo. Alors, on commence cette vidéo avec la petite exception, c'est-à-dire Encyclopédia, parce que c'est un jeu que j'ai backé en 2022, mais que j'ai également reçu en 2022. Et ça, c'est très, très rare de nos jours de backer et de recevoir le jeu dans la même année. Alors, je dois dire d'entrée de jeu également que pour ce qui est d'Encyclopédia, j'avais initié des discussions avec l'éditeur parce que c'est un jeu que je surveillais de près dès le développement de ce dernier. Donc, avant la campagne de sociofinancement, j'avais proposé mon service pour faire la présentation du jeu et après avoir fait quelques parties avec le prototype,
j'ai fait les démarches pour pouvoir récupérer une copie que voilà. Alors, la copie finale du jeu. Donc, pour ce qui est d'Encyclopédia, on est sur du jeu de placement de dés principalement pour 1 à 4 joueurs avec une thématique plutôt originale où les joueurs doivent contribuer à la composition de la première encyclopédie de l'histoire naturelle. Et ce qui m'avait intéressé dans le jeu, justement, puisque c'est le point important de cette vidéo, c'est à la fois la twist dans le mécanisme de draft de dés, donc soit je choisis un de mes dés ou je choisis l'un des dés de mes adversaires en lui donnant une petite récompense en compensation pour avoir volé ou subtilisé l'un de ces dés, mais surtout l'idée d'avoir un plateau divisé en 2 parties, une partie pour préparer son expédition en visitant l'ambassade pour se donner de la flexibilité, l'université pour engager des chercheurs ou la banque pour financer nos recherches, et une autre partie du plateau pour réaliser nos recherches en effectuant des lectures, en se rendant directement sur le terrain pour étudier les animaux dans leur habitat naturel, pour publier éventuellement le fruit de nos observations. Et évidemment, bon, les illustrations sont très, très, très réussies. J'avais beaucoup apprécié aussi dans le prototype cette idée d'avoir la possibilité de prévoir notre stratégie. C'est un peu une espèce de mélange entre de la tactique et de la stratégie. Donc, on peut décider de faire plusieurs petites publications en cours de partie. Il y a du set collections aussi dans le jeu où on peut avoir une vision plus sur le long terme de dire, OK, bon, dans les premières manches de la partie, je vais aller récupérer ça, 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 et je vais faire moins de publications dans l'expérience totale de la partie, mais lorsque je vais en faire, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit vraiment payant, mais pour ça, comment est-ce que je vais y arriver? Donc, cette réflexion-là, ce casse-tête-là, me semblait bien intéressant. On continue avec un tout petit jeu qui s'appelle Flip Town. Un jeu pour 1 à 4 joueurs dans la vague des jeux de Flip and Write, mais cette fois-ci dans un univers de Far West. Et qu'est-ce qui m'a convaincu à backer le jeu, ou qu'est-ce qui m'a intéressé dans celui-ci? Alors, si je descends un peu pour vous montrer un peu plus le visuel, d'ailleurs, vous le voici, du jeu. Donc, ce qui m'a convaincu d'aller de l'avant, c'est que, premièrement, et c'est ce qui importe le plus selon moi, c'est que Flip Town, c'est le premier titre de l'éditeur Right Stuff Games, qui est la nouvelle compagnie d'édition de Steven Aramini, qui est aussi le designer du jeu, que je voulais encourager, justement. Donc, je voulais encourager cette initiative-là. C'est une des rares fois où je sentais que je participais vraiment à ce qu'un petit projet prenne vie, ce qui est en soi l'essence oubliée des campagnes de sociofinancement. Alors, pour moi, ça me tenait à cœur de voir un projet de nouvelles maisons d'édition, d'un créateur en soi qui a fait son nom quand même, là, qui n'est pas un inconnu dans l'industrie du jeu de société, mais qui a décidé de prendre l'initiative de sortir des sentiers battus, de se lancer tête première. Alors, je me suis dit, il faut que j'encourage quand même cette initiative-là. Donc, ça, c'était premièrement. Et deuxièmement, parce que, bon, c'est important d'encourager les initiatives, mais il faut aussi que le jeu soit bon. Alors, deuxièmement, je trouvais ça original d'avoir un flip and write dont les cartes qu'on flippe sont simplement des cartes de poker. Alors, je crois qu'on va en voir un exemple après tous les stretch goals, les vidéos. Alors, on a ici donc les cartes qu'on peut dévoiler qui représentent des cartes d'un jeu de cartes normal. Et ce sont ces cartes-là qu'on va flipper principalement à chaque manche et qui vont déterminer ce qu'on pourra faire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je n'ai aucun lien là, avec l'éditeur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas participé à la présentation du jeu sous forme de vidéo ou quoi que ce soit. Donc,
Parmi les 3 cartes qui sont dévoilées, on en choisit une pour sa couleur, ce qui détermine la section du plateau où on pourra effectuer une action. On va sélectionner une autre carte pour sa valeur, ce qui va déterminer le lieu précis dans cette section qu'on pourra activer. Et la 3e carte, la carte restante, va être simplement ajoutée à notre main de poker pour ultimement obtenir différentes récompenses. Donc, avec les 3 cartes qu'on dévoile, on doit sélectionner lesquelles vont nous amener à réaliser certaines actions, mais on doit en plus prévoir que la carte qu'on n'utilisera pas pour réaliser des actions va être ajoutée à notre main de poker, main de 5 cartes, et éventuellement, on veut, avec cette main de 5 cartes, essayer de recréer une suite, un full house, un brelan, et les mains de poker qu'on réussit à construire de cette façon vont pouvoir nous donner différentes récompenses en fin de partie. Donc, un petit jeu. J'aime beaucoup les jeux de flip and write, roll and write, etc. Donc, je suis convaincu que celui-ci va être assez intéressant. Cette fois-ci, on passe d'un tout petit jeu à un jeu un peu plus costaud avec Septima, un jeu pour 1 à 4 joueurs où on incarne les membres d'un ordre de sorcières et où on doit utiliser notre savoir-faire magique en prenant garde de ne pas se faire envoyer au bûcher. Et je dois le dire tout de suite, dans ma petite parenthèse, j'ai contacté l'éditeur Mindclash Games pour obtenir une version prototype que j'ai encore. J'ai fait une vidéo présentation du jeu et après y avoir joué, je me suis dit que j'ai fait ou non la présentation de ce jeu-là, j'aurais ouvert mon portefeuille pour en récupérer une partie parce que ce qui m'a attiré de Septima, ce qui m'a convaincu de le backer, c'est Mindclash Games. Alors, Mindclash Games, qui est parmi mes éditeurs préférés, évidemment, j'aime pas mal tout ce qu'ils font. J'ai joué à pas mal tous leurs jeux qui sont... à tous leurs jeux, je crois, qui sont sortis, qui sont disponibles en date d'aujourd'hui. Et ici, on est sur un jeu de planification d'action avec plusieurs cartes. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près tout de même. Alors, les cartes, justement, ici. Donc, jeu de planification d'action avec plusieurs cartes qui représentent les actions possibles. La twist, par contre, c'est que, en fait, la twist, c'est pas ça, là. Les joueurs vont choisir simultanément une carte parmi leurs mains, vont la mettre face cachée devant eux, et à 1, 2, 3, go, tout le monde dévoile, et là, on consulte, ce que tout le monde compte faire comme action à leur tour. La twist, toutefois, c'est que contrairement à plusieurs jeux de ce type-là, de sélection de cartes, sélection d'actions, planification d'actions, ici, nos actions seront plus puissantes si on choisit les mêmes que nos adversaires, puisque cela représente que l'on décide temporairement d'unir nos forces. Toutefois, si plusieurs joueurs choisissent la même action, alors oui, elle sera plus puissante, mais elle sera également plus risquée puisque ça va inévitablement attirer l'attention des chasseurs de sorcières qui pourront se déplacer sur la grande carte dans la forêt pour essayer de nous traquer. Alors justement, ici, on voit le logo de notre chaîne avec une petite citation de comment j'avais trouvé mon expérience de jeu. Alors bien évidemment, les actions vont être très variées, les différentes actions qu'on peut retrouver sur ces cartes. Ça va d'un côté, d'une part, à, par exemple, essayer de récupérer des ingrédients dans la forêt pour concocter des potions, jusqu'à justement concocter ces potions pour peut-être en bénéficier nous-mêmes ou pour en faire bénéficier les villageois de la ville où on se trouve qui se trouvent ciblés par d'étranges maladies. On va pouvoir essayer de s'immiscer dans les différents tribunaux qui vont avoir lieu sur la place publique pour juger les sorcières qui vont s'être fait prendre la main dans le sac. On a aussi le module qui ajoute la transfiguration, qui est super parce que pendant toute la durée de la partie, on jongle avec la gestion de risque que nos sorciers et nos sorcières se fassent envoyer au bûcher, se fassent prendre la main dans le sac en train de réaliser toutes sortes d'actes de sorcellerie louches et tout ça. Et ce module ajoute la possibilité de se transformer en animal pour réduire le risque de se faire prendre, mais limite grandement aussi les actions
que l'on peut effectuer sous une forme animale. Le prototype que j'avais reçu n'avait pas encore la version solo qui a été dévoilée une fois que la campagne a été lancée. Alors, comme je le disais tantôt, au fur et à mesure que les actualités, les updates de la campagne étaient dévoilées, au fur et à mesure que je faisais des parties avec mon prototype, ça se confirmait que je voulais mettre la main sur une copie de ce jeu. Je vous parle ensuite de Forsaken. Alors ici, on est sur du 1 à 4 joueurs, un jeu d'aventure de type sandbox ou bac à sable, où les joueurs incarnent des personnages qui sont un peu comme des mercenaires. C'est probablement pas le bon mot pour les décrire. En fait, c'est que c'est vraiment des personnages qui ont chacun leur histoire, leur arrière-plan, leur aspiration, leurs buts, leurs objectifs dans la vie. Et chaque décision que les joueurs vont prendre en cours de partie aura un impact sur le monde qui se développe, mais aussi sur les personnages qui vont se développer en cours de partie et qui vont être modelés un peu en fonction des événements qui vont être réalisés. Donc, ce qui m'a convaincu de mettre la main sur Forsaken, ce qui m'a intéressé dans Forsaken, c'est que, premièrement, c'est le premier titre de la compagnie Game Trace, qui se spécialise d'ailleurs depuis des années dans la fabrication d'inserts et d'autres composantes de luxe, vraiment, qui facilitent le rangement ou la disposition des jeux, principalement des jeux qui sont en campagne de sociofinancement. Je crois qu'ils ont travaillé sur près de 175 projets différents pour ce qui est de l'amélioration, justement, des composantes. Donc, évidemment, on va retrouver cette qualité habituelle dans les composantes de Forsaken et de voir une compagnie de manufacture qui se lance dans le design aussi de jeux de société. Je trouvais ça audacieux. Alors, j'ai décidé de les encourager en pledgeant dans un groupe, d'ailleurs. Et ici, le focus principal du jeu, c'est de choisir un personnage, de consulter ses aspirations, ses objectifs de vie et de déterminer comment vous allez réussir à les atteindre. Ou non. Alors, puisque le jeu se présente comme un monde ouvert, vous avez toujours le choix de suivre la trame narrative principale de votre personnage ou de vous en éloigner volontairement pour recentrer ses aspirations sur autre chose que vous jugez plus intéressant. On a un système, d'ailleurs, semi-stratégique, semi-aléatoire pour la résolution de certaines actions avec des dés. Le jeu vient avec une espèce de tour à dés dont le réceptacle, la base, au bas de la tour est divisé un peu comme Tumbling Dice, alors avec différentes sections. Donc, pour la résolution de certaines actions, c'est donc la face obtenue sur les dés qui compte, mais aussi l'endroit où le dé a culbuté, a terminé sa chute dans le réceptacle. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir comme un double critère ou une double profondeur à la résolution de nos lancements de dés. Avec évidemment sa part d'éléments aléatoires, reste à voir concrètement dans l'expérience de jeu quelle place est-ce que ça occupe. Dans la dernière année, j'ai recommencé à jouer à plusieurs jeux vidéo de type RPG et je dois vous dire que Forsaken me donnait l'impression de retrouver plusieurs de ces éléments dans l'expérience de jeu. Donc, j'ai foncé, tête première, tête baissée, et j'ai très hâte de le recevoir. On poursuit avec un jeu un peu particulier. Il s'agit de Legacy of You, un jeu pour un joueur seulement, oui, vous m'avez bien entendu, un joueur seulement, qui se joue sous forme de campagne entièrement réinitialisable qui se termine après avoir gagné ou perdu un total de 7 parties. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'avoir un petit jeu de campagne qui ne demande pas un investissement monstrueux pour ce qui est de la mise en place du jeu, pour ce qui est de l'apprentissage des règles, à chaque fois qu'on se replonge dedans, de se replonger aussi dans les règles pour pouvoir les maîtriser bien. Alors ici, ce n'est pas le cas. C'est assez
j'ai pas envie de dire linéaire, mais il n'y a pas nécessairement là, une tonne de nouvelles informations qu'on doit assimiler d'une partie à l'autre. Là. Alors, les mécanismes de jeu aussi qui m'ont convaincu de mettre la main là-dessus, on a du placement d'ouvriers. Donc, le fait qu'on doit gérer plusieurs choses en même temps, dont la façon qu'on utilise nos cartes, entre autres, parce qu'il est possible d'activer nos cartes pour générer quelques ressources de base, et en faisant ça, les cartes vont être mises de côté et vont éventuellement être remélangées dans notre paquet plus tard. Donc, on a la gestion de notre paquet de cartes, ou bien on peut défausser des cartes pour générer des ressources de base plus quelques bonus, mais alors, ce faisant, la carte ne reviendra jamais dans notre paquet, ou bien on peut carrément sacrifier des cartes pour ce qu'elles offrent comme revenu récurrent, un revenu supplémentaire à chaque manche, plutôt que de retourner dans notre paquet. Donc ça, c'est seulement pour la gestion de nos cartes de villageois, mais il y a énormément d'autres petits détails, d'autres choses à gérer qui ont toutes leur importance. Et ce qui m'a intéressé aussi dans Legacy of You, c'est le fait que la campagne soit non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des incitatifs à ce qu'elle soit rejouée plusieurs fois et de façon différente à chaque fois. Oui, il y a de courtes narrations. Oui, c'est une campagne qui, en cours de partie, va débloquer des nouveaux éléments pendant la partie ou au terme de celle-ci, en fonction de si c'est une victoire ou une défaite. Mais j'ai bien hâte de voir concrètement là, comment ça se traduit. Le prix aussi qui était très raisonnable, les délais de livraison prévus. Alors, je mets l'accent sur prévu. Alors ça, c'était raisonnable au moment de backer le jeu. Je ne l'ai pas reçu encore. On verra au moment de la réception si les délais étaient aussi raisonnables que prévu. Grosso modo, ça a l'air d'un excellent, un très très bon casse-tête. Parlant de casse-tête, le prochain jeu que j'ai backé en est tout un. Il s'agit de 20 Strong. Un jeu pour un joueur seulement, encore une fois, un jeu qui est divisé en différents decks de cartes. Chaque deck est un jeu en soi et à part entière. Donc, on a des règles générales qui s'appliquent pour tous les decks, mais chaque paquet va représenter un univers différent, va ajouter des mécanismes de jeu différents aussi. En l'occurrence, on va avoir, pour ce qui est de cette campagne, les univers de Solar Sentinels, Hoplomachus Victorum et Too Many Bones, puisque j'ai pris personnellement le Pledge All-In qui comprenait les 3 decks, donc les 3 jeux. Et si je descends un peu pour vous donner quand même un aperçu de ce à quoi le jeu ressemble, alors ici vous avez présentement sous les yeux les éléments de l'univers de Solar Sentinels, qui est un peu comme le nouvel univers de Chip Theory Games. Donc, ce qui m'a intéressé dans 20 Strong, c'est que c'est premièrement, là, c'est Chip Theory Games. Bon, je pourrais arrêter là, cette partie-là de la vidéo tout de suite. Vous savez que je suis un vendu de Chip Theory Games, mais d'autre part, en plus de cela, c'est la première fois que Chip Theory Games propose un petit jeu, mis à part Trip Lock, là, mais ça compte pas vraiment, avec un prix abordable, raisonnable plutôt, et sans frais de shipping supplémentaires. Donc là, bon, on pourrait avoir toute une discussion à savoir si les frais de shipping ne sont pas plutôt dissimulés et étant inclus dans le prix de base du jeu. Bon, probablement, mais c'est toujours intéressant d'avoir un jeu avec un prix fixe. Tu sais exactement ce que tu vas payer lorsque tu en fais l'acquisition. Il n'y a pas de surprise pour les frais de shipping supplémentaires. Donc, chaque paquet est un jeu à part entière. Ça, déjà là, ça m'a intrigué. Chaque carte représente un combat qu'on doit résoudre en lançant des dés et en faisant des choix stratégiques. Solar Sentinels, d'ailleurs, est le nouvel univers de Chip Theory Games et ça représente un peu comme le deck de base, parfait pour apprendre à jouer avec une thématique un peu sci-fi, science-fiction, dans l'espace, des grosses bébites extraterrestres, etc. Pour ce qui est de l'univers de Too Many Bones, on a les Gearlocks choisis qui sont recto-verso, donc peu importe le jeu ou le paquet qu'on utilise, on choisit toujours
un personnage principal. Alors, dans l'univers de Too Many Bones, on va choisir un Gearlock et on va voir plusieurs clins d'œil, justement, plusieurs liens avec ces jeux qui sont des jeux de la même compagnie, mais adaptés pour les mécanismes de 20 Strong. Donc, on va choisir un Gearlock qui va être recto-verso et qui présente des habiletés uniques qui vont même avoir des backup plans qu'on peut préparer en utilisant les dés qui ont échoué à toucher notre cible. Et comme dans Too Many Bones, les ennemis affrontés vont être déterminés par les baddie points. Donc, on a des ennemis de 1 point, des ennemis de 5 points. On a un principe là, pour compter les jours aussi dans notre aventure, ce qui va déterminer quelle catégorie d'ennemis on va affronter. Et ici, la petite twist, c'est que les ennemis restent en combat avec nous d'un affrontement à l'autre, alors que ce n'était pas le cas dans Solar Sentinels, dans le jeu de base. On a un affrontement avec une créature, on a une seule chance pour la vaincre. Si on ne la vainc pas, elle nous inflige les points de dégâts et c'est terminé, ça disparaît. Alors que ici, eh bien, les ennemis vont rester en combat avec nous d'un affrontement à l'autre tant qu'on n'a pas réussi à les anéantir, ce qui rend la priorisation des cibles très importante d'une bataille à l'autre. Et pour ce qui est de Hoplomachus, eh bien, il s'agit certainement du paquet du jeu, si on veut, le plus stratégique des trois, avec beaucoup d'options de personnalisation de son gladiateur dès la mise en place, en choisissant, entre autres, oui, son gladiateur, mais aussi une tactique de combat qui va vous donner une orientation pour la suite de vos affrontements. La grande différence, d'autant plus, c'est qu'on commence uniquement avec 9 dés plutôt que 17 dés comme les autres decks, et on aura la possibilité de débloquer de nouveaux dés en s'entraînant en cours d'aventure. Évidemment, si on fait ce choix-là, c'est qu'on décide de ne pas se concentrer sur d'autres choix. La façon de choisir ses adversaires également est différente. On les voit à l'avance, on va avoir une espèce de mécanisme de déplacement. Bref, c'est comme trois petits jeux qui reprennent déjà deux univers que je connais bien, des mécanismes originaux aussi, tout un casse-tête. J'ai vraiment hâte de le découvrir et j'ai hâte de vous en reparler aussi. Je suis convaincu que je vais vous proposer une, si ce n'est pas 3 sessions de jeu en solitaire. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est sans doute celui qui est le moins connu. Il s'agit de Solar 175, un jeu pour 1 à 5 joueurs. Et sans plus attendre, je vous présente ce qui m'a intéressé dans Solar 175 parce qu'il est décrit comme un jeu euro épique joué sous forme de campagne Legacy avec un gameplay qui s'inspire de Orléans et de El Grande. Wow! Tout un pitch de vente. Je ne sais pas à quel point ça va être précis, ça va être exact, mais le pitch est exceptionnel. Je suis vendu dès les premières lignes. Alors, si je vous montre ça un peu plus concrètement, évidemment, vous remarquez qu'il y a énormément de composantes débloquées dans ce jeu. Alors, maintenant, parlons un peu de l'aspect de campagne. Surtout de campagne Legacy, parce que ce sont des mots qui font peur parfois. Donc, premièrement, je dois dire qu'il n'y a aucune destruction de matériel. Il n'y aura pas de carte à déchirer, pas de destruction de matériel qui implique des choix restrictifs. Donc, pas par exemple, tu as le choix entre ça, et si tu choisis ça, eh bien, ça, tu ne le verras jamais. Déchire la carte, brûle-la, mange-la, donne-la à ton chien. Non, on n'a pas ça. Ici, on a uniquement des ajouts et des modifications qui vont améliorer le contenu du jeu. Donc, d'ailleurs, le jeu est entièrement rejouable une fois la campagne terminée. J'ai hâte de voir. Pour l'instant, ça m'est arrivé très peu souvent de voir un jeu Legacy rejouable qui offre une expérience satisfaisante une fois que la campagne est terminée, autre que probablement là, les Aeon's End ou Clank Legacy, qui peuvent être tout de même satisfaisants. J'ai hâte de voir ici comment ça se traduira concrètement. Et le jeu se déroule dans un système solaire composé de 50 lieux uniques qui seront développés en cours de campagne en fonction des choix
et des événements résolus par les joueurs. C'est un jeu où il y a de l'exploration, de la gestion, de production de ressources, de la construction de plusieurs types de bâtiments radicalement différents. Il y a beaucoup de bâtiments, je crois qu'il y a une trentaine de bâtiments uniques en plus, du placement d'ouvriers, du bag building, un de mes mécanismes de jeu préférés, je suis tout excité, un mécanisme d'élection de partis politiques aussi, qui détermine comment certains points peuvent être marqués en cours de partie. Il y a vraiment des espèces de petits bulletin de vote où à certains moments durant la partie, on va pouvoir voter et il y a carrément une espèce de une urne où on va pouvoir mettre nos bulletins de vote, les brasser pour ne pas savoir qui a voté pourquoi et à certains moments, lorsque les élections seront terminées, on va pouvoir faire le dépouillage des votes et ça peut changer, comme je le disais, la direction de la partie, comment certains points pourront être alloués, qu'est-ce qui va être plus important selon le parti politique qui est élu dans un coin du système solaire. Vraiment, ça a l'air intriguant. Intriguant, c'est le mot. À voir si ce sera aussi exceptionnel que le pitch de vente semble l'être. Alors voilà pour ce qui était de l'ensemble des jeux que j'ai backés en 2022. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas un énorme consommateur. Je considère déjà que 7 jeux backés en un an, pour ma part, personnellement, c'est beaucoup. C'est plus que ma moyenne. Je crois que l'année où j'ai backé le plus de jeux, c'était en 2021. Je crois que c'était comme 8. 9 peut-être, alors 7 en 2022, c'est tout de même énorme. Je vous invite dans la section commentaires à me laisser vos retours sur les jeux que je vous ai présentés. Je vous invite aussi, si vous êtes assez courageux, de me laisser une liste, si c'est faisable, des jeux que vous avez backés lors de l'année précédente. Pour certains, ce sera certainement très rapide et simple comme moi. Pour certains, peut-être que vous aurez à faire des choix, peut-être que vous n'aurez qu'à énumérer ou nommer quelques projets. Je suis curieux de voir si Martin Lafrenière ou Sylvain aura le courage de venir mettre la liste intégrale de leurs projets backés l'année dernière. Consultez la section commentaires si ils répondent. Je crois que je vais épingler leurs commentaires pour qu'on puisse consulter cette liste-là. Bien évidemment, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour sur notre campagne Patreon pour nous donner un petit coup de pouce financièrement pour qu'on puisse continuer de produire du contenu comme celui-ci qui est basé sur vos intérêts. Et comme d'habitude, moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2